je vais poursuivre ces nouveautés d'Android N en commençant par vous parler des notifications. Alors les notifications sur Android N, c'est avant tout un nouveau template, et je vous ne cache pas que la première fois que j'ai eu ce nouveau template sous les yeux, j'ai eu une impression de contenu un peu plus brouillon, un peu plus fouillis. Alors oui, c'est un avis personnel, fait de termes 100% subjectifs, en d'autres termes une réaction de vieux con, c'était mieux avant. Une réaction de vieux con, oui, mais qui m'a donné envie d'aborder ces nouveaux templates d'une manière un peu plus objective, un peu plus scientifique. Alors, heureusement pour nous, les interfaces homme-machine, ça date pas d'aujourd'hui. Des personnes dont c'est le métier, les ergonomes, nous fournissent depuis des dizaines d'années maintenant des critères ergonomiques, en d'autres termes, des outils qui nous permettent de construire un cadre de travail objectif lorsqu'on en vient à parler de notification d'interface. Excusez-moi. Alors, ces critères, à quoi ils servent? L'idée, c'est de dépasser la première étape qui peut être une impression subjective pour essayer de pointer du doigt quels peuvent être les éléments qui nous font dire qu'une interface est plus pertinente qu'une autre. Alors, si vous le voulez bien, oublions un instant que ce template est nouveau sous Android N et essayons de comparer ces deux propositions d'interface sous l'angle de la lisibilité, qui est l'un des fameux critères de nos ergonomes. Alors, dans la lisibilité, on trouve différents sous-critères, comme par exemple la densité, qui est bien plus qu'un simple critère, puisque c'est directement une métrique. On peut compter la quantité d'informations. Donc là, de façon objective, ce nouveau template est plus dense en informations, c'est un fait. En plus de la densité, on peut trouver la hiérarchisation du contenu, avec deux faits à avoir en tête. Le premier, c'est le pouvoir extrêmement attractif des images. Le second, c'est le sens de parcours d'une interface, qui se fait naturellement dans notre sens de lecture, donc pour nous, de gauche à droite. Si on prend la proposition de droite, on voit que ces deux effets sont combinés. On a le sens de lecture naturel qui est renforcé par l'image. On trouve ensuite le titre, le sous-titre et la date par ordre de priorité, d'importance. Si on regarde la proposition de gauche maintenant, on va commencer une lecture à gauche. On voit que le titre a perdu de sa légitimité puisqu'il n'est plus en première position. Et on a ensuite une image qui attire notre œil à l'autre côté de la notification. On a donc un parcours de la notification qui est beaucoup moins linéaire. Enfin, si on regarde la consistance et qu'on s'intéresse à l'alignement, sur la proposition par exemple de droite, l'alignement des dates qui est systématiquement en haut à droite. Ça permet de créer une habitude chez l'utilisateur, là où au niveau de la proposition de gauche, on va devoir parcourir en S les informations pour trouver la notification la plus récente. Pour rappel, c'est ici que se trouvent les dates sur ce nouveau template. Alors voilà, de façon plus objective, on a donc un nouveau template avec du contenu beaucoup plus dense, moins hiérarchisé et plus difficile à parcourir. Donc ce qui peut se traduire par certains utilisateurs, comme moi par exemple, par une première impression totalement subjective d'un contenu un peu plus brouillon. Alors vous l'aurez compris ou pas, l'ergonomie c'est quelque chose qui nous tient à cœur et j'avais envie de commencer cette présentation en parlant de ça. J'avais encore une bonne dizaine de slides là-dessus, mais je vais devoir m'arrêter. Pour vous rassurer, il y a tout plein de très très bonnes choses sur ce nouveau template et je serais ravi d'en discuter avec vous autour d'une bière si ça vous intéresse. Je vais conclure ce chapitre en vous disant que ce nouveau template ne nécessite aucun développement de votre part, sauf si vous utilisiez le Content Info qui n'est malheureusement plus affiché. Je vais maintenant passer à une vraie nouveauté, les Bundle Notifications ou notifications en paquet, si on veut s'essayer à une traduction maladroite. Alors si on regarde la description qui est faite aux développeurs, il s'agit de la possibilité de regrouper les notifications de façon comme on le veut. Et on peut lire également que les développeurs qui ont déjà implémenté les notifications sur Android Wear vont être familiers avec ce nouveau concept. On a donc un partage de notions entre Bundle Notification et Stacking Notification. Je vous propose donc d'un petit rapide rappel sur ces notions. Alors pour rappel, avec les Stacking Notification, on avait deux types de notifications. Dans un premier temps, les Child Notification, de simples notifications qui permettent de créer la stack ensuite. Et nous avions également une Summary Notification
qui, au moyen d'un inbox style ou d'un alternative custom, devait reprendre le contenu de toutes nos child notifications et servait de résumé sur téléphone. Donc là, c'est toute la magie d'Android qui opérait après. Sur votre montre, vous trouviez une notification, un résumé de notification construit nativement par votre montre, faite de l'extender et de la première child notification, une magnifique stack. Et de l'autre côté, sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous trouviez exclusivement la summary notification. L'OS se chargeait pour sa part de supprimer chacune des child notifications. Alors très bien, maintenant que ces notions nous sont rappelées en tête, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études pour poser cette équation. La summary plus nos stack notifications nous donne le bundle. Et comme on adore croire en la magie, on a envie de se dire que tout ça est gratuit. Et bien qui l'eût cru? Sans rajouter une seule ligne de code, vous allez pouvoir bénéficier de ces bundle notifications sous Android N. Vous conservez bien sûr tout ce qu'on a vu précédemment. Alors comme tout ce qui est magique, c'est pas forcément parfait. On aura cette notification résumée construite pour vous nativement. Ce qui veut dire que si on regarde bien, en fait, le texte ici est celui des deux premières child notification et non le texte qu'on avait l'habitude de voir depuis l'inbox style. C'est de la même manière, si ici vous aviez votre propre remote view, elle sera complètement overridden par le système, de la même manière que la notification résumée sur Android Wear était construite par votre OS. Voilà, alors, si vous n'aviez pas encore de notification compliant avec Android Wear, je ne peux que vous inciter à le faire et vous feriez d'une pierre deux coups, excusez-moi, vous supporterez en même temps de façon gratuite les bundle notifications pour tous vos users utilisant Android N. Alors pour nos irrésistibles Gaulois, la magie ne s'arrête pas là. Si vous refusez toujours de franchir cette étape, vous allez pouvoir bénéficier de l'auto-bundle. Alors l'auto-bundle, qu'est-ce que c'est? Votre système va regrouper de façon automatique vos notifications au-delà de 4. Alors face à autant de magie, il est de mon devoir de vous mettre en garde. Alors pour la première, tout d'abord, parce que tous vos utilisateurs qui n'ont pas Android N vont se retrouver à continuer à être spammés de notifications. Ensuite, parce qu'on a tous en tête une application qui, quel que soit le contenu de la notification, va systématiquement vous envoyer vers cette fameuse main activity. Il n'y a rien de plus frustrant, et imaginez la même expérience au niveau d'un bundle. C'est comme si vous aviez 15 paquets et qu'un seul cadeau à la fin. À chaque fois que vous allez ouvrir une notification, vous allez vous retrouver sur votre main activity. Donc s'il vous plaît, ne vous contentez pas de l'auto-bundle si vous êtes dans ce cas-là. Et comme pour conjurer le sort, l'auto-bundle n'est pas encore compatible avec Android Wear. Il va créer une notification en plus de votre stack, une notification complètement buggée, et tellement buggée que si vous la dismissez, ça supprime la stack également. Voilà, donc je réitère, si vous n'êtes toujours pas passé au support des notifications sur Android Wear, franchement c'est le moment. Gratuitement, vous aurez le support de ces bundle notifications. Alors je vais maintenant aborder la deuxième grosse nouveauté concernant les notifications, qui est le Direct Reply. Alors qu'est-ce que c'est que le Direct Reply? C'est la possibilité de saisir du texte directement depuis une notification. Alors, très bien, c'est une nouveauté. Comment est-ce qu'on implémentait une action de reply avant Android N? Eh bien c'était fait très simplement en 3 étapes. Dans un premier temps, vous déclariez le pending intent qui va être envoyé par votre système lorsque l'utilisateur appuie sur l'action reply. Deuxièmement, vous créez une action avec un icône, le label et bien sûr votre pending intent. Et enfin, vous l'ajoutiez à votre notification builder. Alors face à autant de magie, on a envie de croire que le direct reply va être lui aussi gratuit. Malheureusement, il ne l'est pas, mais comme vous allez le voir, il est extrêmement facile à mettre en place, seules quelques lignes vont être nécessaires. Alors de la même manière, votre première étape va rester inchangée. La seule différence, c'est qu'ici, vous allez vouloir renseigner un broadcast receiver plutôt qu'une activité, puisque la saisie de la réponse va se faire via la notification. Vous n'avez pas envie de display de l'UI à votre utilisateur. Ensuite, on a une toute petite étape supplémentaire qui est la création du remote input, avec une clé qui vous permettra ultérieurement de récupérer le texte
et un label ici. Alors le label, c'est tout simplement le int qui va être affiché à l'utilisateur dans l'édit texte. Je vous invite ici à lui apporter un petit peu de contexte. Votre utilisateur vous remerciera. En troisième étape, il suffit juste de ne pas oublier d'ajouter la remote input à votre action et de la même manière l'ajouter à votre notification compat builder. Alors comme je vous l'avais dit, quelques lignes pour pouvoir profiter, donc presque gratuitement finalement, de ce direct reply, avec ici donc l'int où je vous conseillais de rajouter un petit peu de contexte. Alors quelques lignes, c'est vraiment pas cher parce qu'en plus vous allez avoir une compatibilité gratuite avec Android Wear qui vous permettra d'avoir là aussi une action de reply et vous pourrez parler à votre monde pour répondre. Alors maintenant, comment récupérer cet input rentré par l'utilisateur? Là aussi, c'est extrêmement simple. Au niveau de votre broadcast receiver, toute la magie va se passer à ce niveau-là, au niveau du remote input.getResultFromIntent. Alors cette méthode va vous retourner un bundle qui contiendra la clé que vous avez passée lors de la création du remote input si vous venez du direct reply. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir récupérer la séquence de caractères saisie par l'utilisateur en utilisant la même clé, envoyer votre réponse à votre backend, sans oublier de mettre à jour la notification. Dans le cas contraire, dans le cas où votre bundle ne contient pas cette fameuse clé, c'est que vous venez d'une action pré-Android N ou alors d'un clic sur toute votre notification pour les utilisateurs pré-Jelly Bean. Alors là, je ne sais pas si ça vous a choqué, pourquoi ne pas utiliser directement le bundle contenu dans l'intent et devoir passer par cette méthode pour en récupérer un nouveau. Donc là, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir le code qui montre une utilisation assez élégante du clip data, puisque c'est comme ça que vous allez récupérer le texte saisi par l'utilisateur. Alors je vais m'attarder un tout petit peu sur l'update de la notification, une fois que vous avez envoyé votre, ou même avant, si ça dépend de ce que vous voulez faire, l'update de la notification. Si vous ne l'updatez pas, il va y avoir ce spinner qui va tourner en permanence, ce qui n'est pas top. Donc là, vous allez pouvoir choisir, une fois que vous avez envoyé votre contenu, simplement dismiss la notification. Sauf que dans mon coin de ma tête, j'ai toujours mes ergonomes qui me disent que un retour direct d'une action, c'est toujours sympa pour vos utilisateurs. Et voilà, ils vous remercieront là encore. Ouf, le texte que j'ai rentré a bien été pris en compte, a bien été envoyé, plutôt que simplement dismiss la notification. Alors il me reste, non, j'ai déjà dépassé, bref, quelques petites secondes pour vous parler d'une nouveauté qui là est valable uniquement pour l'API 24 et plus. C'est en fait deux nouveaux styles qui vont vous permettre de faire votre propre remote view tout en conservant certains éléments de la notification native. Par exemple, les actions, le header ou le large icon, si vous en avez utilisé un. Alors voilà, c'est tout pour les nouveautés dont je voulais vous parler qui concernent les notifications. Je vais maintenant passer à un tout autre sujet qui est le mode DOS on the go. Alors, qu'est-ce que c'est le mode DOS on the go? C'est la promesse d'économie de batterie tout en vous déplaçant. Alors, c'est une promesse bien sympa, mais nous, en tant que développeurs, on a envie de savoir comment ça fonctionne. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, je me suis obligé de faire un retour sur le mode DOS classique. Et je vais dire merci à Marc et Pierre pour leurs précédents travaux sur le sujet. Alors, l'ancien mode DOS, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord 3 conditions. L'écran doit être éteint, votre téléphone doit être stationnaire et vous devez être sur batterie. Ensuite, il y a un certain temps qui doit s'écouler avant de voir s'alterner des phases de restriction et des phases de maintenance pendant lesquelles ces restrictions sont levées. Alors les restrictions, c'est assez simple, elles sont listées dans la documentation. On peut donc commencer à construire cet horrible tableau qui permet de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire en mode DOS et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors c'est sympa, mais dans la doc, on a toujours une inconnue. C'est le temps nécessaire pour accéder à ce mode DOS. Au bout de combien de temps il se déclenche? Et on ne sait pas non plus quelle est la durée de toutes ces phases. Alors Pierre et Marc, qui ne trouvant pas la solution dans la documentation, sont allés voir par eux-mêmes, et plus précisément au niveau du Device Idle Controller. Alors leur première découverte a été ce listing, qui nous fait bien comprendre que le mode DOS, il n'est pas aussi simple que ça, et que sous le capot, c'est une machine à cet état qui fonctionne.
Ils ont également remarqué que pour fonctionner, cet idle controller était basé sur toute une série de timeouts. Et heureusement pour nous, tous ces timeouts peuvent être récupérés avec une seule commande ADB shell. Donc bingo, on a ici la durée de chacun des timeouts qui nous permettent de quitter nos états de la machine idle. Donc on a les états, on a les timeouts, on peut s'essayer à construire un graphe. Alors excusez-moi. Donc sans rentrer dans les détails, si on suit simplement le chemin en passant d'un état inactif jusqu'au mode idle, et avec une simple addition finalement des timeouts, on en arrive au fait qu'après environ 1 heure, 4 minutes et 30 secondes sans toucher au téléphone, on accède au mode DOS. Alors je ne sais pas si vous aviez cette valeur en tête, moi ça me paraît très long, et ça me fait dire que personnellement mon téléphone ne rentre jamais en mode économie d'énergie. Alors pourquoi environ? Je ne sais pas si vous êtes surpris ou pas. Environ parce que si les timeouts ne sont pas des constantes directement hardcodées au niveau du device idle controller, c'est pour une bonne raison, comme l'atteste ce commit de l'AOSP directement. C'est parce que toutes ces constantes en fait, qui sont dans vos settings peuvent être mises à jour par les Google Services. Donc, en fait, c'est bien beau d'avoir des valeurs par défaut, mais ils peuvent les modifier et les ajuster comme on leur semble. Donc, voilà. Voilà pourquoi environ 1 heure, 4 minutes, mais en vrai, je ne peux pas savoir quelles sont les vraies constantes sur votre téléphone, à moins d'aller vérifier, bien sûr. Alors voilà, une fois ces rappels en tête, intéressons-nous à cette promesse de pouvoir faire des économies d'énergie tout en se déplaçant, puisque la grosse contrainte précédemment, c'est de rester avec un téléphone qui ne bouge pas pendant plus d'1 heure. Alors voici la tête du nouveau mode DOS on the go. On retrouve nos 3 critères, mais cette fois-ci, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être stationnaire. La même période de temps avant de retrouver cet enchaînement de phases de restriction et de phases de maintenance. Alors c'est un mode beaucoup plus léger, beaucoup plus permissif, puisque vous allez pouvoir utiliser les wake locks, les alarmes, le GPS, le Wi-Fi scan. Tout ça est toujours disponible. Alors on va pouvoir mettre à jour ce tableau, cet horrible tableau. Excusez-moi, c'était une tentative d'y voir plus clair, mais ça ne marche pas beaucoup. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sait toujours pas, pour ces 2 nouveaux modes, la durée à partir de laquelle on va rentrer dans ce mode DOS on the go. Donc à cela ne tienne, on va faire comme nos amis Pierre et Eric, et Marc, excusez-moi. On va aller voir directement dans l'AOSP. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans l'AOSP, on retrouve nos anciens états. Ouf, ça au moins, ça n'a pas changé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on en a une nouvelle série, et là on se dit, aïe aïe aïe, ça devient un peu plus complexe. On a directement une nouvelle machine à état qui va servir à ce mode DOS on the go avec 7 nouveaux états. Alors, si vous le voulez bien, faisons comme si c'était un dimanche pluvieux et allons nous balader au niveau des commits de l'AOSP pour voir si on ne trouverait pas finalement la perle rare, c'est-à-dire un commit qui pourrait nous en dire un peu plus et permettre de mieux comprendre comment fonctionne ce mode DOS on the go. Alors on ne met pas longtemps à trouver ce commit. On va retrouver d'abord tout en haut la mention d'un mode idle light. Donc là ça confirme ce qu'on avait en tête, DOS on the go, c'est en fait un mode DOS provu à la baisse, entre guillemets. Bon. Ensuite, quelque chose de très important, on voit que avec cette première implémentation initiale, il fallait seulement 15 minutes pour passer sur ce nouveau mode DOS on the go. Alors très bien, ils sont sympas ces 15 minutes, mais on va les vérifier par nous-mêmes. Donc de la même manière, avec toujours la même commande ADB shell, on va voir qu'en plus des constantes qu'on avait avant et qui nous permettent de vérifier que le comportement du mode DOS classique n'a pas changé entre M et N, on va trouver ces nouvelles constantes qui nous permettent bien effectivement de vérifier que cette fois-ci, on ne met plus que 15 minutes pour passer dans ce nouveau mode d'économie d'énergie, avec des phases de restriction qui vont aller de 5 à 15 minutes. Alors si on poursuit notre lecture, on va enfin tomber sur la perle rare, puisqu'on apprend que ce nouveau mode idle n'est pas répercuté au niveau de l'API publique. Et si on lit un peu plus, on voit que, du coup, le Google Cloud Messaging ne risque pas de nous faire des bêtises avec ce nouveau mode. Donc on a eu chaud. Je ne sais pas si vous vous rappeliez avec le mode DOS sur Android M, mais certains de vos utilisateurs ne devaient plus recevoir les notifications. Alors au travers d'un certain Blogspot,
on pouvait lire qu'effectivement, avec la priorité par défaut, les notifications étaient batchées pour être envoyées uniquement lors d'une période de maintenance, mais que si le TTL expirait pendant une période de restriction, alors les push n'étaient tout simplement jamais envoyés. Et comment ça c'était possible? Alors ça c'est un... On voit rien, d'accord? Donc ça c'est des travaux de Pierre et de Marc qui sont allés vérifier et qui ont vu que sur la socket des GSCM, un paquet était envoyé systématiquement quand vous changiez d'état de la machine idle. Donc voilà, a priori, vos utilisateurs n'auront pas de problème avec ce nouveau mode dans un go. Alors, qui dit le GSM n'est pas au courant de ce nouveau mode, dit bah, vous non plus. Au niveau du Power Manager, là où on pouvait savoir si votre téléphone était en mode idle, il faut savoir que son pendant pour le mode light est lui annoté en tant que hide. Idem pour ceux qui espéraient avoir des événements envoyés via broadcast, c'est réservé au système, vous n'y avez pas droit, vous non plus. Donc voilà, c'est tout pour le mode Doesn't the Go. Une promesse d'économie d'énergie plus faible, mais plus fréquent, avec une magie qui se veut de plus en plus complexe, mais qui essaie d'être au final extrêmement seamless pour le développeur. Alors, les économies d'énergie sur téléphone, c'est un vrai défi. Je vous recommande quand même de vous y intéresser sans trop attendre. Sur la OSP, on a vu par exemple apparaître cette nouvelle constante qui peut nous laisser penser à un mode DOS directement sur Android Wear. Et je conclurai de la même manière que mes amis Pierre et Marc. Je vous recommande de tester votre app avec ces deux modes. Ok, ça a pour volonté d'être transparent pour les développeurs, mais on est better than safe. Donc voilà, sur toutes les commandes pour tester votre téléphone en mode idle, vous allez avoir deux nouveaux paramètres qu'il faut intégrer systématiquement, qui est le mode, donc light pour le Does on the Go, et le nom de code pour l'ancien et deep. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire, et je vais laisser la parole maintenant à Benjamin pour le mode multi-fenêtre.